Aslema, مرحبا بكم في l'émission جديدة من Live by P2R, l'émission 100% digitale préparée par l'équipe P2R. نتعداو للجينيريك كالعادة et je vous parle du sommaire. Live by P2R qui m'a donné comme l'ada, ce sont 3 rubriques. Alors, le sommaire de l'épisode de les 3 rubriques, on a d'abord une interview spéciale. L'ada, je vais vous d'abord à réunion avec DigiCoach, donc je vais vous présenter tout à l'heure Caroline et on va parler des femmes entrepreneurs, un sujet très particulier et très spécial qui te tient beaucoup à cœur. Merci. Ensuite, on a DigiCoach. DigiCoach, Anis, il va nous parler des étapes clés du parcours client. Donc, on va savoir les conseils, les hommes le parcours client ou comment fidéliser le client. C'est un sujet très important. Pour réunion, l'équipe المرة تلمت وحبت تحكي لنا على الرونتري. كنا نحكيو على سبتمبر والرونتري واخر العام et il faut augmenter les chances نتاع l'entreprise باش انها تكمل توصل les objectifs نتاعها في اخر العام. Comment ça se passe؟ شنو لازمنا نعملوا؟ كيفاش لازمنا نخمموا؟ شنو النصيحة اللي نجموا نعطيوها للي entreprises et كيفاش les agences aussi ils peuvent aider في partie aider. Donc c'est tout ce que vous allez découvrir tout à l'heure في الريunion. Donc on va passer le jingle نتاع l'interview. Et on commence l'interview avec Caroline. À tout de suite. Caroline fait l'interview. The Next Women. La fondatrice de Next Women Tunisie. Voilà. Tout à fait. Caroline, je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour ceux qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ça m'étonnerait qu'ils ne te connaissent pas. Parle-nous un peu de ton parcours et comment on est arrivé à The Next Women. Ensuite, on parlera du sujet le plus important. Alors, moi, je suis en Tunisie depuis un certain nombre d'années. Je suis hollandaise et j'ai monté ma société de communication événementielle ici en Tunisie. Et je suis, dans l'écosystème tunisien depuis un certain temps. Et en 2016, étant déjà très, très sensible, on va dire la cause des femmes, on va dire la cause de l'écosystème et les femmes, on a lancé un réseau pour des femmes entrepreneurs qui s'appelle The Next Women Tunisie, parce que le head office, il est aux Pays-Bas, donc on a un chapter d'un réseau qui existe déjà aux Pays-Bas. D'accord. Et on a commencé from scratch de faire un inventaire qui sont les femmes qui sont entrepreneurs, pas uniquement entrepreneurs, on a également fait le corporate, donc celles qui travaillent dans les grandes entreprises, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et on a commencé à faire des actions de networking, des accompagnements des entreprises, des femmes, des pitch competitions et tout ce qui est possible pour médiatiser, viabiliser, visibiliser, excusez-moi, les entrepreneurs femmes. Parce que le constat, il est venu d'où? Pourquoi on a besoin de faire quelque chose de spécial pour les femmes? Pour les femmes, c'est toujours les hommes qui disent ça. C'est rarement les femmes qui disent ça. Je fais l'avocat du diable. Oui, tout à fait. Non, mais t'as raison.
C'est parce que quand on va dans les statistiques de beaucoup de choses, on voit que les femmes, là, entrepreneurs, ne sont pas très présentes dans ce qui est, par exemple, tout ce qui est organisation, que ce soit de métiers, syndicats, patronales, chambres de commerce et autres, qu'on n'en parle pas beaucoup des femmes entrepreneurs dans les médias, qu'elle est un pourcentage plus bas que les hommes entrepreneurs. D'accord. Donc, le constat était et est toujours le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on les voit un peu plus, pour qu'elles font vraiment partie intégrante de l'écosystème. Là, on est en tunisien, mais ça concerne également la région de MENA, ça concerne le monde entier. Donc, c'est pas une problématique liée tunisien ou au monde arabe, parce qu'on connaît un peu la situation de la femme d'une manière générale dans le monde arabe, mais c'est vraiment un constat international. C'est un constat international. Il faut quand même dire que dans la région de MENA, le taux d'activité des femmes est le plus bas sur toute la région. Non, sur tout le continent, dans le monde entier. On est autour de 24%. Alors les stats sont toujours un peu difficiles à avoir dans la région MENA, mais on est sur un taux d'entrepreneurs femmes autour de, ça dépend un peu des pays, mais entre 15 et 20% entrepreneurs. Après, il y a une énorme économie entrepreneur informelle. Il y a un rapport qui vient de sortir de FMI là en Tunisie la semaine dernière, qui est qu'on est autour de, si je me souviens bien, 28% des femmes qui sont informelles, 38% pour les hommes, donc un peu plus que les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la région. Ce sont des activités en fait qui se font à la maison, qui sont pas forcément qui sont pas répertoriées dans un cadre tout à fait d'entreprise. Absolument. Et moi, j'y crois pas beaucoup parce que généralement, on dit que les taux de réussite dans les universités, dans les examens du bac, majoritairement, c'est des filles. Comment on se retrouve dans le milieu professionnel avec explique-moi. Ça, alors moi, j'ai pas la solution. Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas la solution et c'est toutes les études parlent sur ça parce que elles sont nombreuses dans les écoles, dans les universités, dans certains métiers, elles sont très nombreuses, mais il faut pas non plus oublier qu'il y a un moment donné dans notre vie, pas pour toutes, mais pour beaucoup, que il y a une espèce de responsabilité qui se met en place. On appelle ça la charge mentale, qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes, qui fait que les femmes ne prennent peut-être pas assez la possibilité de prendre des postes à risque ou qui font des projets à risque parce que elles ont pendant cette période-là des priorités différentes. Voilà. Okay. Donc ça, tout le monde le sait. Maintenant, la grande question, c'est comment faire pour intégrer tout ça dans un écosystème. Hier, j'étais visiter une grande entreprise internationale ici en Tunisie où il n'y a que des ingénieurs. Comme chez toi d'ailleurs, et la question se pose aussi qu'à un moment donné, il faut changer un mindset chez les filles, mais aussi chez les garçons. Il faut qu'il y ait un mindset d'en haut et d'en bas. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut peut-être pas continuer là on parle beaucoup plus peut-être de salariat, mais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est peut-être un peu la même chose, parce qu'on ne prend pas les décisions de risque à un certain moment quand c'est l'entreprise qui va décoller. Si on n'a pas partagé la charge mentale dans une famille, qu'elle soit pour les enfants ou que ce soit pour les parents, ça donne en fait une égalité de chance pour partir sur le milieu du travail. Donc si je résume bien, c'est que les femmes, elles sont présentes dans les milieux scolaires, elles finissent leurs études, donc on a quand même des taux très importants, mais qu'ensuite, quand on va passer sur le milieu professionnel, on va avoir plus d'hommes actifs que de femmes actives. Et ça serait principalement lié au fait que les femmes vont prendre moins de risques, qu'elles vont avoir des priorités dans la vie. À un certain moment, la famille, on le sait tous, qui va prendre plus le dessus que sur le un autre niveau de comment dire, le sujet, il se pose sur un autre niveau, c'est que ces femmes actives et qui sont là et qui font le travail et l'effort, on les voit pas. Voilà. C'est ça. Donc non seulement elles sont pas forcément dans le milieu professionnel,
Mais aussi, quand ils Voilà. sont dans le milieu professionnel, On on a d'autres Absolument. sujets, ou j'aime pas appeler ça problématique, Non, mais il y a une situation qui semblerait féminine dans le milieu professionnel sur lesquelles tu essaies aussi de travailler et de mettre un peu plus de lumière là-dessus. Est-ce que tu Absolument. peux nous expliquer plus sur ça. sur ça, voilà, Ok. toute cette démarche Voilà. justement qui nous amène ici. Alors, la question, c'est très simple quand tu fais un constat. Quand on est dans les conférences, quand on est dans les summits, quand on est dans les tables rondes, quand on est dans les tables d'expertise, on a très très souvent des manels. Moi, j'appelle ça des manels. Donc, c'est des panels, mais c'est des manels. C'est-à-dire man en anglais, des manons. Ah, voilà, c'est des panels. C'est des hommes panels. Des hommes panels, des manels. Et on dit souvent, mais elles sont pas, on les connaît pas, il y en a pas, ça n'existe pas les femmes qui peuvent être expertes sur un domaine. Alors ça, c'est faux. Je suis la première à dire que c'est faux. C'est archi faux. Sauf qu'il y a un autre souci de l'autre côté, c'est que on connaît ce qu'on connaît. Donc, si on montre pas, c'est comme dans un produit que tu veux lancer sur le marché, on connaît pas le produit, il faut le lancer, donc il faut faire de la visibilité. Si on n'en parle pas, si on n'en parle pas, si vous vous mettez pas en avant, si vous montrez pas que vous avez une entreprise, que vous savez faire ça et que vous êtes expert dans votre domaine, ça vaut pas que pour les entrepreneurs, mais ça vaut aussi pour les professionnels dans certains domaines. Ben voilà, on va pas vous appeler. Et pour les entreprises, parce que ça c'est le sujet de notre conversation, si vous demandez en fait pourquoi on est arrivé sur cette espèce de visibilité des femmes entrepreneurs qu'on ne voit pas, parce que elles ont du mal à s'imposer peut-être dans ce système. Et quand vous faites le test et vous demandez, mais tout le monde peut le faire hein, à la maison, vous demandez de donner 3 noms de femmes entrepreneurs qui font un certain chiffre d'affaires, sans nommer les 3 ou 4 très connus parce qu'elles sont dans les médias, tout le monde dit on va pas répondre tout de suite. Je connais pas tout de suite. D'où l'idée de faire une sorte de not un ranking, mais une sorte de top, c'est pas un top, c'est pas une liste de 100 femmes entrepreneurs avec un média de la place et on l'a fait avec on va montrer aussi le magazine. Donc c'est la 2e année pour dire voilà les femmes entrepreneurs qui correspondent à certains critères sont là et on a travaillé là-dessus pendant un certain temps pour trouver les profils, pour être bon dans les critères, pour avoir les photos pour savoir que effectivement elles sont là et c'est un vrai travail qui je pense va rester dans l'écosystème tunisien pour en faire j'espère une 3e édition. Justement cette année c'est la deuxième édition. Les femmes, comment elles réagissent quand vous les contactez pour être dans ce magazine? Est-ce que finalement elles ont ce niveau de conscience que c'est important qu'elles soient aussi reconnues dans ce qu'elles font? Et voilà, partage-moi tes idées en toute transparence. Alors, c'est très difficile. On a bien sûr une base que tout le monde connaît et qu'on peut tracer et on connaît les entreprises et on peut également avoir des informations sur l'entreprise. Pour l'information, les critères qu'on a mis dans ces numéros, c'est qu'il faut être founder ou co-founder, actionnaire dirigeante, parce qu'on a beaucoup de femmes en Tunisie qui sont la 2e ou la 3e génération dans les groupes familiales qui ont été montés par les grands-pères ou par les pères, souvent le cas. Et qui aujourd'hui, elles prennent la direction. Absolument. Donc, il a fait absolument raison de les nommer, avec un minimum de chiffre d'affaires d'1 million de dinars. Bon. Parce que voilà, il faut commencer quelque part. Peut-être que l'an prochain, on va faire 2 millions, et puis après, voilà, c'est des critères qu'on a décidé ensemble. Après, il y en a qui sont très connus, puis il y a d'autres qui sont pas connus. Pourtant, on a fait beaucoup de recherches et c'est en lançant entre les unes et les autres qui est-ce que tu connais, etc. Donc, les gens se sont mis à réfléchir, mais c'est un vrai travail très compliqué parce qu'il y en a qui sont ni présents sur les réseaux sociaux, ni présents avec une page de présentation d'entreprise. Très peu sur des réseaux comme LinkedIn, qui a quand même the réseau professionnel pour l'avoir. Franchement, on peut ne pas y être. Et puis après, il y a, je pense, une sorte d'angoisse de se dire vivons cachés, vivons heureux. Je sais pas comment on dit, mais c'est un peu culturel. Est-ce que les femmes sont plus discrètes sur leur activité professionnelle, plus humbles dans ce qu'elles font? Elles ne se reconnaissent pas aussi comment dire, cette reconnaissance, elles l'assument pas. Elles travaillent tout le temps. J'ai pas le temps. À quoi ça sert? Je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent encore
à quoi ça sert d'être dans la visibilité? Sauf que ça vous amène des fournisseurs, ça vous amène des clients, ça vous amène d'être expert dans votre domaine, ça vous amène de devenir quelqu'un auquel on peut poser des questions, par exemple dans le cadre d'un appel d'offres. On attire des clients, on valorise son entreprise, Absolument. On développe son activité. De toute façon, être dans le business, on ne peut pas rester cloîtré dans son environnement. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'échanger avec les autres. On a besoin de s'ouvrir aussi sur d'autres activités, pas forcément ceux qui font la même chose que nous ou les concurrents, parce que ça donne des idées, ça fait évoluer de toute façon l'activité. Et alors, je dis souvent, on ne dit pas que les femmes sont plus sociables et qu'elles aiment bien être bien entourées avec les. On a eu une grande discussion avec quelqu'un qui. Tu arrives à les attirer dans The Next Woman avec les afterworks, les petits déjeuners et tout. Mais c'est un vrai travail. Là, on va à Sfax demain, donc celles qui sont à Sfax, vous regardez sur notre page The Next Woman Tunisie. Demain, jeudi, on va faire une sorte de network afterwork sur l'export. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a une histoire de temps. On est encore dans des histoires de temps. Elles ont peu de temps. Elles disent qu'elles ont peu de temps et je pense qu'elles n'ont pas toujours très compris. C'est peut-être un peu nul comme je le dis de cette manière-là, mais que même si c'est une demi-heure, d'être entouré d'autres personnes avec qui vous pouvez échanger, qui peuvent vous donner des solutions, des idées, c'est extrêmement important. Celles et ceux qui réussissent, c'est quand même ceux qui ont fait un réseau. Ça peut être un réseau familial, ça peut être un réseau d'université, mais régional. Mais il ne faut pas être seul. Et les hommes, ils ont une facilité parce que on donne. Alors là, je parle peut-être plutôt de la Tunisie. Même moi, je suis hollandaise. En Hollande, c'est pas si évident que ça non plus. C'est vrai que les hommes, ils ont plus de facilité d'aller se retrouver. Au café, au foot, dans le mosquée. Les femmes et les filles, c'est plutôt école. Et s'il n'y a pas d'enfants, un peu compliqué. Après, il reste les terrums, on n'y va pas beaucoup. Et puis, donc, physiquement, et puis, même en niveau de responsabilité, une femme entrepreneur, ça reste aussi elle responsable de son foyer, elle responsable, premier responsable de ses enfants. Donc, avec les études, en plus, à Sfax, on va t'en parler. Avec les études des enfants, il faut aller à l'école, c'est important. Il faut tout le temps surveiller. Donc, du coup, justement, la question temps et répartition de temps, organisation de temps, elle n'est pas évidente pour les femmes. Donc il faut, c'est un vrai mindset. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut l'intégrer dans son temps de travail. Il ne faut pas le prendre en plus. Non, je suis d'accord avec toi. Comme ça, on se réorganise en fait autrement, qui fait que on a cette bouffée d'air frais, parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on reste fermé sur soi, moi, je dis que c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Et en plus, le travail n'est jamais fini. Hein. Ah, ça, c'est. Le travail n'est jamais fini, donc on n'a jamais le temps. Mais si vous faites une demi-heure une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, même ça peut être avec des personnes, des clients, des copines, des fournisseurs, etc., se prendre ou par téléphone ou aller voir même faire quelque chose culturellement ensemble, rencontrer d'autres personnes, fait partie du networking et fait partie de la visibilité. Et je reviens sur cette histoire de liste. En fait, chacune et chacun qui prend cette liste, il dit « Ah ouais, c'est vrai. Ah bon, celle-là, oui, je la connais. » Tout le monde se connaît. L'avantage d'être un petit pays. Ouais. Mais on n'a pas encore créé cette idée de « Tiens, qui est-ce que je connais qui pourrait m'aider sur ça et ça et ça ?» Et j'espère, on en parlait ça tout à l'heure avant l'émission, par exemple, quand on parle des appels à candidature, des public, les appels, des tenders, comme on dit, les appels d'offres. Ou les appels à manifestation d'intérêt pour un projet en particulier. Le pourcentage des entreprises gérées par des femmes ne dépasse pas 1%. Ah, carrément. Ouais. Parce qu'on pense offre-demande publique, que c'est des gros trucs, infrastructures, bâtiments, etc. Mais il y a également tout ce qui est appel d'offres, peut-être sur des sujets sur lesquels les femmes sont peut-être plus présentes. C'est tout ce qui est IT, c'est tout ce qui est service, c'est tout ce qui est communication. Donc, être visible, être là-dedans, ou être dans un panel, ou être ça fait que vous pouvez être sur des listes, ça fait qu'on peut penser à vous et que vous êtes en communication avec des gens
qui vont vous parler des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé par accès. Donc, je vais parler d'un sujet peut-être un peu polémique. Est-ce que parler d'entrepreneuriat féminin, c'est pas encore catégoriser les femmes à part, c'est pas un peu discriminant quelque part? Est-ce qu'on ne devrait pas être, nous, femmes, intégrées dans les réseaux classiques, mixtes? Oui. Mais posez la question si elles font partie d'un réseau. Jamais. Rarement. Est-ce que vous pensez le fait qu'il existe un réseau de femmes, ça facilite l'accès ou l'intégration du moins des femmes dans cette logique-là pour qu'ensuite aussi qu'elles puissent aller sur des réseaux différents. On n'est pas obligé de rester en fait sur un seul créneau. C'est un vrai, on appelle ça une sorte de safe space, c'est-à-dire que comme les garçons, excusez-moi, ils se retrouvent entre eux dans les cafés. On va pas se mettre dans un café, dans leurs discussions quand ils sont ensemble. En fait, c'est gentil de dire café. Ils se retrouvent aussi dans les bars, dans les trucs. C'est encore moins accessible. Voilà. Mais voilà. Donc ça mais donc les garçons font la même chose, sauf qu'ils ne le nomment pas comme ça. Mais il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles les femmes étaient même interdites, que ce soit en Europe ou certainement aussi dans la région MENA. Ça donne une sorte de safe space dans lequel vous pouvez poser des questions sur cette charge mentale, sur cette histoire de comment je lis les deux, des questions qui peut-être les femmes pensent que c'est trop intime ou trop personnel, qu'on peut poser entre nous. Et puis peut-être aussi dans le milieu de travail, elles font face à des problématiques très spécifiques pour elles. Elles ne peuvent pas non plus en parler peut-être avec des confrères hommes ou dans des contextes plus larges. Donc ça aussi, ça peut représenter un avantage. Oui. Et puis, il y a quand même des études qui sont faites sur les femmes entrepreneurs. Elles essaient d'avoir un impact sur le monde, dans l'écosystème. On n'a pas les mêmes, je pense, référentiels. Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut bien vivre, mais je ne pense pas qu'on a tous envie en train de détruire le monde, la Terre. La planète. Il y a quelque chose qui s'appelle écoféminisme, on ne va pas en parler maintenant, mais moi je pense qu'il y a une source de vérité là-dedans. Donc les femmes, elles ont peut-être une autre référentiel qui est différente, qui est aussi différente dans l'écosystème, parce que quand on parle de, par exemple, les social enterprises, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans ce créneau-là, parce que ça leur parle, parce qu'elles n'ont pas envie de détruire le monde, parce qu'elles sont soucieuses par rapport à l'éducation, par rapport peut-être aussi de tout ce qui est esthétique en termes de ville, de campagne, mais également de tout ce qui est sur soi, la santé, qui n'a pas été prise en compte beaucoup. Il y a des études aussi qui démontrent aujourd'hui de plus en plus que sur des postes clés de management, les femmes ont naturellement plus de compétences ou de réussite du moins dans l'exercice de leur fonction que peut-être des profils plus masculins. Alors ça, là c'est vraiment une opinion personnelle et aussi des choses qu'on lit beaucoup. Le référentiel, il est masculin. Quoi qu'on veut dire que c'est pas le cas, le référentiel dans le monde, il est masculin. C'est comme ça qu'on a construit le monde. D'accord. Donc, si nous, quand je parle des femmes, on veut rentrer dans ce monde, on doit traduire ce référentiel un peu de la même manière. Et si on ne le fait pas, on est tout de suite out. Et si on le fait dans ce même référentiel, on est aussi tout de suite taxé comme… Il faut le traduire ou l'adopter? Alors, il y a beaucoup de femmes qui le traduisent, qui l'adoptent. Et maintenant, il faut le traduire de voilà, c'est ça. Dans leur démarche. Qu'elles soient meilleures, je pense qu'elles sont peut-être plus meilleures. Dans quelle manière? Peut-être il y a plus d'empathie. Peut-être plus d'empathie. Peut-être qu'elles n'ont pas les mêmes targets d'objectifs en général. Il n'y a pas le même ego non plus. Peut-être. Nous, on aime bien les petites voitures, on aime bien les grosses voitures, mais on est peut-être pas aimé beaucoup aller vite, à 180 à l'heure peut-être. Donc, c'est peut-être des banalités que je dis, mais ça quand même, on trouve de temps en temps les mêmes informations. Donc, elles ont une autre manière de faire. Maintenant, je suis pas sûre que les femmes qui travaillent pour des femmes, souvent aussi, ça peut être aussi compliqué que les hommes qui travaillent pour les hommes. Mais il faut les intégrer. Une équipe qui est complètement masculin, c'est pas bon. Une équipe qui est complètement féminin, c'est pas bon. Mais justement, il faut pas non plus qu'on soit un peu dans ces limites de dire nous les femmes.
moi, tout le sujet, l'entrepreneuriat féminin, où à chaque fois qu'on a envie de donner une particularité à quelque chose, on va coller féminin là-dedans pour que ça ait un sens, pour que ça ait une visibilité particulière. Et j'ai l'impression qu'on joue avec un peu avec ça. Moi, pendant longtemps, pour moi, l'entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat masculin, la seule différence, éventuellement, c'est peut-être la situation de la femme où elle est responsable de sa famille, de ses enfants, même si son mari l'aide. Parce que là, on n'est pas forcément, et en Tunisie en particulier, j'ai pas l'impression qu'on soit tout le temps dans des rivalités masculines, féminines, dans les couples, surtout dans un certain niveau. Tout le monde aide, ils se partagent les tâches. Mais la femme, malgré tout, elle va peut-être y accorder pour elle, pour ses priorités, plus d'importance sur certains sujets et les prioriser par rapport à d'autres. Donc, j'ai souvent, et j'ai jamais eu, moi, tunisienne, en Tunisie, entrepreneur, et je suis pendant 20 ans, été dans des situations où je me suis sentie, diminuée du fait que je sois femme. Peut-être que j'ai eu de la chance. Moi non plus, je l'ai pas senti. Donc, du coup, j'ai jamais compris pourquoi on parle d'entrepreneuriat féminin, pourquoi cette visibilité, etc. Mais les statistiques, elles sont là. On peut pas non plus être autiste au fait que, justement, pour le financement, les femmes, elles ont moins accès. Pour certains sujets, il y a toujours ce dénigrement, ou du moins, cette accessibilité, facilité, elle n'y est pas, rien que dans le cocon par moment familial. Et le sujet, aujourd'hui, il est très important aussi pour mettre de la visibilité sur ces points-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, au début, ils y croient pas. Féminin, pas féminin, pourquoi on va mettre une liste, pourquoi on pense que les femmes ont moins de chances dans le business ou dans l'activité professionnelle. Mais aujourd'hui, le fait y est, c'est un constat, c'est des chiffres, on peut pas ne pas les voir, on peut pas ne pas en parler. Et ce genre d'initiative, il est juste extraordinaire pour rendre hommage aussi à ces femmes qui travaillent et qui sont entrepreneurs. Parce qu'il y a aussi une chose qui est commune dans l'entrepreneuriat masculin-féminin, c'est que dans notre position, on n'est pas souvent reconnu pour les efforts qu'on fait. C'est rare. Un entrepreneur, tu vois, il doit penser à ses collaborateurs, penser à ses clients, penser à tout le monde, mais on a rarement un retour de félicitations, de bravo, etc. pour les efforts qu'on fait. Donc on est un peu seul dans son île. On est un peu seul dans ce parcours. Voilà. Donc, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, être dans une liste, reconnaître, je pense que c'est des femmes qui font autant pour le pays que les hommes, et il faut le dire, il faut les valoriser. Alors, ce qui est assez. C'est très bien. Merci pour cet effort. Écoutez, moi je suis ravie, j'adore ça et on continue. Peut-être qu'on va même faire d'autres listes, mais je voulais dire deux choses sur cette liste-là. Quand on pense entrepreneur féminin, on a du mal à penser industrie. Il faut quand même savoir que sur cette liste des 100 femmes, et ça vaut pareil pour celle de l'an dernier, on est à 30% IT service et on est à 25% des femmes qui sont qui sont à la tête d'une entreprise, l'industrie. D'accord. Et on est sur les 100 femmes, on est à peu près 60% founders. Donc, ce n'est pas que des actionnaires dirigeantes, on est vraiment à 60% des founders. Et après, on a bien sûr santé, textile, design, bien-être, etc. En tout cas, j'encourage tout le monde d'acheter cette édition-là. Voilà. Parce que c'est aussi, encore une fois, un hommage à toutes les femmes qui font un effort, et que c'est un exemple pour toutes les filles qui ont envie aussi de lancer leur projet, pour avoir plus de courage. Donc ça, c'est bien de l'avoir dans toutes les entreprises aussi. Non, et surtout que quand ceux qui organisent des webinaires, des conférences, des summits, tout ce que vous voulez, qu'ils piochent là-dedans et qu'ils ne font plus des manèges sans femmes, c'est pas possible. C'est clair. Il faut qu'on revendique un peu plus voilà. Position. Speak out loud, comme je dis. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. J'ai une dernière question, Caroline, que je pose à tous mes... Elle est dedans. Donc, je l'ai partagée sur le guide, je suis dedans, ça me fait plaisir. Moi, par contre, ce que j'avais mis, c'est que c'est aussi un effort global. On est peut-être femme chef d'entreprise. Oui. Je suis toujours dans la mixité. Hein. Oui. Donc, elles sont là voilà, dans les photos. Oui. Mais une entreprise et la vie, de toutes les façons, elle mixe les efforts de tout le monde. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est des statistiques. Il faut que les femmes aient plus accès, plus de facilité sur certains sujets.
encore une fois, hein, pendant longtemps, comme je l'ai dit, je n'étais pas convaincue parce que j'ai jamais vécu une situation désagréable. Mais j'imagine qu'il y a des femmes qui peuvent témoigner, qui peuvent être là, qui ont eu des difficultés par rapport à leur démarche. Je peux répondre juste à ça avec une statistique très rapide. Il faut quand même savoir, avec toutes les levées de fonds et toutes les pitches qu'on fait dans le monde entier, il n'y a que 5% de l'argent qui est donné aux femmes entrepreneurs. D'accord. Donc, bon, et moi, on va changer cette situation. On va changer cette situation. Alors, la dernière question. Si tu as justement une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec, Caroline? Montrer les 5% à 50%. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde? Je sais pas. Je imposerais une présence de minimum 30%, voire 40% dans toutes les instances organisationnelles au monde, finances, économiques, municipales, gouvernance, entrepreneuriat, pour qu'on commence à avoir une réelle égalité, parité dans toutes les strates de l'organisation de notre monde. Et ça change vraiment le monde. C'est une vraie mission. D'accord. J'espère qu'on y arrivera. J'espère que toutes les femmes, en plus, qui rêvent de ça, qu'elles réussissent à le faire, quel que soit aussi le niveau. C'est la loi, en fait, qui peut imposer ça. La loi, et puis aussi leur envie par rapport à leur cycle de vie, etc. Écoutez, on a dépassé les 25 minutes de l'interview. Ah oui, désolé. Je sais qu'on a fait l'interview en français, mais pourquoi aujourd'hui on a choisi de faire cet hommage à ces 100 femmes, d'en parler sur l'entrepreneuriat féminin. Qui a fait l'émission de live, l'objectif interne, c'était on s'adresse, les chefs d'entreprise, نعطيوها des conseils pour partager des expertises في الريونيون في اللايف. On pense que le profil du chef d'entreprise, c'est un profil qui a besoin on fait un effort pour lui. Moi je dis mais le rapport il est un rapport business. أول les émissions بدينا حكينا على الRH, حكينا على personnel branding, حكينا على la communication, عملنا des conseils, حتى on a invité des personnes qui sont dans le digital, dans le branding, je l'ai dit. علاش على خاطر finalement الكل tourne autour d'un point essentiel. Chef d'entreprise لازم يكون polyvalent, لازم بطبيعته هو يعطي l'entreprise وصنع l'entreprise وفكر في l'entreprise نتاعو pour contribuer في l'environnement, mais راهو il doit avoir de la visibilité. لازم يخدم على روحه وما يقولش انا مراحه شامه ما نحبش والا لا خلينا نخدموا وقبل نخدموا لا. Il faut valoriser ce que vous faites. Il faut communiquer, il faut partager على les réseaux sociaux. Caroline elle a fait la remarque. انا واحده من الناس ساعات نحشم باش نقول راني في الليست نتاع لي 100 femmes entrepreneurs و on a un côté humble وعندك يقول لك le syndrome de l'imposteur, mais les راهو chef d'entreprise aujourd'hui communiquer, partager, نمشيو على les réseaux sociaux, احكيو تلعثموا في الحديث كي تعملوا les émissions, c'est pas grave. الكل يجيب بالفايده et ça nous permet de développer et ensemble on sera toujours plus fort. طولت عليكم شويه. j'espère que l'émission عجبتكم باش تكملوا تسمعونا ونخلقوا un échange ما بيناتنا. je vous laisse maintenant avec DigiCoach aux réunions et à dans 2 semaines inchallah. DigiCoach. Capsule DigiCoach Ontario. معكم أني chargé d'affaires de l'agence P2R. اليوم باش نحكي لكم على le parcours client et son importance. L'accélération de la digitalisation ces dernières années a rendu les consommateurs de plus en plus connectés, mais également plus exigeants. Aujourd'hui, باش نحكي لكم du parcours client, pourquoi et comment l'identifier et surtout le fidéliser. Pour savoir comment identifier un parcours client, il faut tout d'abord savoir de quoi l'on parle. Il désigne tout simplement le parcours client, le chemin emprunté par le client entre le moment où il s'aperçoit qu'il a besoin d'un produit ou d'un service et le moment où il effectue l'acte d'achat. On peut aussi intégrer l'avant-vente et l'après-achat
qui correspond à la phase de la prospection et de la fidélisation. Déterminer un parcours client permet plusieurs choses. Améliorer l'expérience client, construire un plan de relation avec vos clients et surtout les fidéliser pour devenir après vos ambassadeurs de votre entreprise. La digitalisation a transformé le parcours client et impose désormais une présence online et offline. Observer la navigation sur votre site internet, faire des questionnaires après achat, suivre les campagnes marketing, organiser des études et des statistiques est très primordial pour suivre ce chemin-là. La reconnaissance d'un besoin est le moment où le client prend conscience d'une nécessité d'un produit ou d'un service. Et il va commencer tout simplement à faire des recherches pour répondre à ces besoins-là en priorisant ses critères de choix. Le client, dans ce cas, il va commencer à collecter des informations générales sur le produit ou le service désiré. Il faut donc lui offrir le contenu à valeur ajoutée qui va l'aider à faire ses recherches. Déjà, une petite statistique qui montre que 95% des consommateurs émettant une intention d'achat de faire l'acquisition. Lors du premier, l'adresse mail, sa localisation, où est-ce qu'il habite, son âge, et là c'est tout simplement pour cibler de plus en plus le produit ou le service dont il a besoin. C'est pour l'aider, tout simplement. Cela vous permettra alors de personnaliser la communication avec ce nouveau prospect. Grâce au digital, les emails relationnels, promotionnels ou encore des SMS et les emails marketing, information. En effet, c'est maintenant l'heure de la comparaison et du plastique du produit ou du service en lui-même, l'expérience client. Il va donc regarder en profondeur les caractéristiques de son besoin et comparer les différentes entreprises proposant une solution équivalente à sa demande. Notamment grâce aux avis clients tels que les foires aux questions, les blogs ou même aussi les étoiles qui se montrent sur la fiche Google My Business du fournisseur ou de l'entreprise elle-même. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez gagner la confiance du client. Après vérification des prix, du moyen d'achat et du stock disponible, votre prospect sait quand, où et comment acheter. C'est bien parti, mais tout n'est pas gagné encore. Il faut bien partager l'histoire de votre marque et de vos valeurs avec votre client, ce qui permettra de conforter votre client dans l'acte d'achat. Cela apportera beaucoup à son expérience et ça va lui permettre donc plus facilement de revenir vers vous lorsqu'il aura besoin. Cependant, un client qui achète, c'est bien. Seulement, un client qui revient, c'est mieux. Dans ce cas, il faut établir une stratégie de fidélisation qui apporte bien plus que de chercher de nouveaux clients. Plusieurs moyens existent afin de garder une bonne relation avec vos clients et qui vont devenir après vos ambassadeurs grâce à cette stratégie-là. C'est d'envoyer des emails de remerciement suite à l'acte d'achat, de contacter vos clients quelques jours après pour connaître leurs avis et partager leur satisfaction ou leur insatisfaction dans des cas rares. Envoyer un SMS à tous vos clients ayant effectué un achat récent. Autre chose, poussez-leur des produits similaires ou complémentaires à ceux qui l'ont acheté afin de faire du cross-selling ou du upselling. C'est une autre possibilité de fidéliser aussi votre client. La fidélisation est une étape essentielle du parcours client. Satisfaire un client est le meilleur moyen pour qu'il en parle autour de lui et ainsi générer de potentiels visiteurs et prospects à vous. Et c'est pour cela que dès le début de cette vie fidèle, il va devenir l'ambassadeur de votre entreprise. Utilisez le retour pour en faire des garants de qualité de votre marque et qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre marque. Comme j'ai dit dès le début, les clients sont devenus de plus en plus connectés. Le nombre d'interactions s'est multiplié. Soyez visible à chaque étape de votre parcours client est très important. Allez même plus loin en sondant vos clients sur leur expérience d'achat pour améliorer votre relationnel avec vos ambassadeurs. Impliquez autant de moyens dans votre communication digitale, comme les points de vente
ou bien sur votre site internet, ou bien sur les pages Facebook, ou bien sur les réseaux sociaux en général, afin de mélanger habilement le offline et le online. Pour être au plus près des besoins, rendre leur expérience fluide et agréable et les faire revenir à vous, tous ces moyens-là sont disponibles et ça sera mieux de les utiliser et de les optimiser surtout afin d'avoir un bon relationnel client, des prospects qui vont devenir des clients et surtout des clients fidèles qui vont faire pousser votre produit au service à l'avant. C'était DigiCoach aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. عسلامة مرحبا بكم في le 8e épisode de Live IP 2R في rubrique La Réunion. Donc aujourd'hui je suis avec Mohamed Emile et Salah et on commence déjà avec un four. C'est toujours comme ça. Tellement ça va les gars. Alhamdoulilah, parfait, parfait. Moi je trouve que ça arrive les plus grandes institutions, les plus grands journaux télévisés. Ouais. Donc, pour une Mais fois, sur 8 ça passe. Mais non, c'est pas un peu de la matière pour les vidéos gags, Zadara. Exactement. Mais donc on est en septembre. Bon, qui dit septembre dit rentrée forcément. Yes. Quand on dit rentrée, on dit forcément de nouvelles résolutions. Donc, à l'entreprise, déjà, les qui ont une trêve estivale ou des congés et tout, l'activité elle est un peu en baisse. Donc, pour le faire rentrer, c'est plutôt au rythme plus accéléré. La stratégie de la rentrée avec une nouvelle méthode de communication, une nouvelle façon de communication, peut-être une autre approche et la vision côté marketing pour arriver à atteindre les objectifs d'ici fin d'année, et bien évidemment d'avoir le meilleur ROI possible, le fameux ROI. Et du coup, bon, حابين نشوفوا اليوم مع بعضنا vraiment معناها l'aspect conseil كي نجيو باش نخدموا على les stratégies après une trêve ولا معناها ما بين une saison à une saison, ما بين saison à une autre quoi. على خاطر جينيرالمون كي يجيو يقولوا وي نحبوا نخدموا مي يبداو ماهمش عارفين باقا كومون كومونسي شنو الحاجه اللي يقدموا فيها اكثر من الاخرى. محمد امين يا با بون pour moi il y a pas mieux que toi ça fait déjà 15 ans que tu es fait l'agence donc forcément عندك historique اكثر منا الكل voilà donc déjà tu peux confirmer معناها tout ce que j'ai dit في l'intro et fait les saisons. À chaque fois, on passe d'une saison à une autre, voilà, d'un événement à un autre, voilà. Que ce soit des événements كبار ولا صغار, نحسوهم نحنا باللي chiffres, c'est des chiffres qui parlent. Ouais. Où on n'arrête pas de conseiller nos clients على خاطر ساعات تبدا مجهم عليه ما يعرفش وين ماشي. يحسها كبيره que ce soit نويل ولا les promos ولا les fins d'été ولا كيما تو تعدينا بالبيريود استيفال وفيستيفال نتاع الصيف وكل شيء. Donc il y avait les soldes, il y avait les promotions. Il y avait des business en baisse, il y avait des business برشا طالعين. Donc ça on a conseillé comment on le fait avec من تبدا من communication locale, stratégie marketing pure et dure وكل شيء. Donc ما نعرفش انا les changements تاع les horaires. Donc on a conseillé باش يمشيو للباج ماي بزنس نتاعهم والسيت نتاعهم باش يبدلوا les horaires, يحطوا شنو عندهم جديد شنو عندهم قديم. La façon de communiquer هكا شويه كي les couleurs وكي الغيتي وكي l'esprit léger شويه نتاع الصيف ونتاع الشيخه والتفرهيد وكل شيء. Donc tout ça il devrait le faire باش يتبعوا خاطر c'était la vague وكل شيء. En même temps باش يقعدوا ديما فيجيلون خاطر السيت ويب ما عملش ما يمشيش يصيف وما يمشيش يعدي شهرين ولا 3 شهور. C'est l'élément à lead. Exactement. Donc ديما les visiteurs ولا الانترنت يمشيو ils sauraient faire le site web. Donc imagine واش يلقاو فيه حاجه, يلقاو فيه les mises à jour, باش يلقاو فيه des informations جدد, باش يلقاو كل شيء قديم وكل شيء, باش يحس روحو كالجون تاع ديليسي ومحقور وما لقاش حاجه اللي حاجته بها. دونك وكما تذكر في الكونفينمون وفي الكوفيد وكل شيء. دونك وقت عملوا سونداج وكل شيء لقاو العباد الحاجات اللي ضربوا شيخوا على الاخر اللي يلقاو العباد اللي قاعده فما انتراكسيون ويحس ويكلم فيه هو ويحكي معاه. بورتون سيتي وقتها العباد مستحقك السوتيان والسيبور وكل شيء. دونك دوكو اون ا كونسيي نو كليون باش تكون السيت ويب نتاعهم
à jour, ou مزركشوا فيه العنوان نتاع السيت وكل شيء, ou qu'ils adaptent leur message tout en restant dans le cadre dans les règles de l'art نتاع الكوميونيكاسيون, باش هكا يبقى ديما قريب من الكليون نتاعو وكل شيء, en même temps يحطوا les informations à jour من الاوقات, من les heures d'ouverture, كان عنده des nouveautés, كان عنده حاجات وكل شيء. Donc oui, donc حتى كي نشوفوا كي نعملوا les études نتاعنا pour les prévisions وكل شيء, donc نلقاو les chiffres, les courbes كيفاش ظاهرين طالعين وهابطين وكل شيء. Donc on essaie احنا نجبدوا من l'historique وكل شيء, تعداو بينا que ce soit des PME, des grandes entreprises ولا des petites entreprises ولا حاجات. Donc راو اللي شنو qu'est-ce qui marche توا في الغونتري, فين il faut pousser, فين il faut pas pousser وكل شيء, avec des chiffres, avec des statistiques réelles sur les années passées, ou avec les prévisions qui nous donnent les régies Google, Facebook, Instagram ou كل شيء. Heureusement qu'on a ces chiffres et ces tableaux de bord وكل شيء اللي يحطونا au moins sur la bonne voie. شاك هو يعرف قداش باش يحط بيدجي, قداش باش يحط برودوي, انا باش يكومونيكي عليه, انا هو باش يعمل انباوت, باش يعمل اوت باوت, باش يعمل كونتوني, مش باش يعمل. دونك تو سا il a besoin d'être aiguillé ou encadré ou coaché de la part des personnes concernées, الفاهمين طرح بالكدا وكل شيء, والا d'une agence marketing واضحه فاهمه الحكايه. chaque هو يعرف généralement خاطر ديما عندنا مشاكل تاع البودجي, donc il a peu de budget, il va attaquer une nouvelle saison ou la session. Donc ماذا بيه يكون très optimal, très pointu وكل شيء pour éviter que les répartitions تاع الفلوس نتاع الواحد نتاعو. Effectivement, معناتها هما ديما في البريود هذه معناها on reçoit beaucoup de demandes معناتها كيما قلت معناتها من des prospects de différents secteurs d'activité. Ou dire, ils veulent mettre les bouchées doubles sans pour autant savoir. Exactement. Oui, بالضبط. Exactement. Donc, en complément avec ce que tu avais dit, علاش حبيت صراحة اليوم يحضر معنا في الريونيون. مرحبا بك صراحة معنا, c'est une première. احنا c'est bon معنا. أنا 8 épisodes. C'est bon, Mohamed Amin 6 sur 8. Il y a toujours une première fois à tout. Carrière في اللعب. Et voilà. علاش حبيتك معنا؟ على خاطر انت محمد في البوست نتاعك en tant qu'account vous êtes معناها في الفرونتال, معناها vous êtes le vis-à-vis du client, etc. Donc forcément, voilà la proximité. Donc forcément معناها في le volet conseil معناها عندك d'autres pistes à part اللي قالوا محمد أمين اللي نجموا معناها نحكيو فيهم. معناها les accounts في P2R نسميو أصلاً département conseil. Donc c'est notre premier travail. علاش pourquoi le conseil est très important. En fait احنا ننصحوا les clients نتاعنا نحن pour donner des conseils à leurs clients. Donc, c'est très important. Ça ne s'applique pas qu'à les agences qui font, ça s'applique pour tous les business. Donc, c'est un aspect primordial qui fait quelqu'un d'expert. Donc, tout simplement, il n'a jamais un بالصحيح ولا أول حاجة. Donc, كيفاش نعرف اليوم نصحني بالصحيح؟ Donc, voilà, باللي كان يحكي فيه محمد أمين. Donc, à travers les résultats, donc le retour sur investissement, etc. Ou un expert ينجم يعطيك معناها الرésumé نتاع الحكاية من الآخر وعلى الآخر شنو تستحق. La question qui se pose هو كيفاش نجموا معناها ننصحوا un client. Généralement, فما deux axes اللي هما مهمين برشا. عندنا سواء un client يجي يقول لك عندي tel objectif نحب نوصل له, شنو نجم نعمل؟ Donc غادي c'est une piste اللي نجموا نبنيو عليها باش نعطيو كونساي اللي ماشي في ثنين صحيح. Sinon يقول لك عندي un tel budget ونحب نوصل نعمل شنو نجم نوصل نعمل به في l'objectif الفلاني. D'accord. Donc là, selon la situation du client, il faut donc d'abord établir un minimum de compréhension du business باش نجم تنصحو correctement, bien sûr. Donc يلزم des workshops, يلزم تسمع الكليون, l'écoute client مهمة برشا. نتصور نزيدو نحكيو عليها في réunion أخرى خاطر تسحق وقت. Mais donc il y a des aspects qui sont hyper importants, mais principalement donc soit on se base sur l'objectif, soit on se base sur le budget. فما donc علاش نعطيو الكونساي.
نعطيو الكونساي دونك على الامباكت نتاعو tout simplement. Donc كي نعطيو كونساي للكليون اول حاجه on prend la position نتاعنا نتاع des experts في notre secteur d'activité مهما كان البيزنس اللي نخدموا فيه. Donc par exemple je vais donner un exemple simplifié ma situation. Boutique, point de vente simple, physique, pour simplifier le truc. تدخل تبدا تلوج على حاجه ادابتي لبزوان معين. Donc ماذا بيك اللي يخدم في البوتيك سواء الفوندور سواء جيرون اللي هو دونك ليكسبير اللي غادي ماذا بيك يجي ينصحك شنو هي تنجم تشري سولون البزوان. Donc c'est pareil pour tous les business, surtout pour les agences. Et notre secteur d'activité est un peu flou pour la majorité de nos clients ou de nos prospects. Donc c'est notre premier job. Par la suite, aide à la fidélisation du client. Ça c'est un deuxième point. Pourquoi on fait le conseil? Donc qui est un conseil gratuitement. Ce sont des consultants. Des conseils. On le fait gratuitement. Ou je pense qu'il faut partager les informations gratuitement car نهار اللي تشد l'information عندك بعد وقت معين تموت l'information يجي شكون يعرف أكثر منك في السيكتور هذاك. Donc le partage يعطي donc l'impression للي clients تاعك ويوريهم réellement اللي انت راهو مش معاه جست على خاطر خلص بريستا معين راك انت معاه déjà بالبلوس نتاع الكونساي بالاكسبرتيز نتاعك بالtraduction نتاع tous ces points là où je pense que il y a un autre volet بالنسبه للكونساي اللي هو il faut savoir amener l'équipe اللي يخدموا معاك مهما كان البيزنس نتاعك à traduire leur expertise الكونساي للي كليون نتاعك على خاطر c'est très important l'équipe نتاعك زاده ils prennent part de ce volet-là. Mais ils aiment le chef d'entreprise ou elle a quelques directeurs ou elle a quelques personnes qui sont sur ce volet-là. Il faut que ça soit la majorité de l'équipe, la majorité de l'effectif. Il y a les clients des conseils, surtout ils vont en relation directe avec les clients. Donc voilà. C'est bon. Donc la communication, donc pas forcément un conseil d'une façon directe, donc ça peut être un livre blanc, ça peut être des communications Kimhack, ça peut être des vidéos, ça peut être des capsules, ça peut être un live. يعني كون كونساي ماشي كيجي يحطوا ويقريه ويريس عليه كما تقول بالبواقه والستيل. دونك وي سي تو افي سا. ما خليتنا حتى يشغلوا معك سي محمد صالح. مثالش ما اول حلقه خدينا احنا تعدينا بالثمانيه مثالش tous les droits. Donc très bien الاولاد. Donc juste un petit point معناها باش نزيدوا في الاخر اللي راهو l'aspect du conseil راهو c'est applicable pour le B2B et pour le B2C bien évidemment. Oui. Donc ça c'est un point très important. Ouais. Voilà. C'est vrai. Ok, très bien, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Yes. Ouais. Merci, bye bye. Merci à vous. Emma. Merci Emma.